L'épouse du chef de l'État s'indigne contre le phénomène de l'excision qui persiste au Burkina Faso malgré les efforts de lutte. Pour Sika Kaboré, il faut impérativement parvenir à la tolérance zéro contre cette pratique, d'où la nécessité d'un engagement collectif. Elle a animé une conférence de presse ce matin sur le sujet. Dans la Boukoutimoun, les habitants de Solenzo expriment leur ras-le-bol face au manque d'électricité et à l'état défectueux des routes dans la province de Banwa. Ils ont marché hier pour dénoncer ces deux situations qu'ils vivent difficilement. Un message a été remis aux autorités provinciales. Et puis à l'étranger, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'une force de protection de 4000 soldats à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Cette résolution entre dans le cadre de la mission de maintien de la paix déjà en cours dans le pays. Déjà, Juba a fait savoir qu'il ne va pas coopérer avec cette force d'interposition. Voilà pour le menu de ce journal sur la RTB. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le phénomène de l'excision a fait la une de l'actualité ces derniers jours au Burkina Faso, précisément au secteur 21 de Ouagadougou, où des cas ont été enregistrés. Une preuve donc que le phénomène a la peau dure au Burkina, malgré la lutte engagée depuis plusieurs années. L'épouse du chef de l'État est montée au créneau ce samedi pour exprimer son indignation. Roger Kam et Zalissa Sanfo. Plus d'un quart de siècle de lutte, mais les lames et les couteaux continuent à mutiler, à ôter une partie de la chair de beaucoup de jeunes filles. Le bout du tunnel pour la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines n'est pas pour aujourd'hui. Et à cette conférence de presse, la présidente d'honneur du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision a dit toute son amertume face aux dernières actualités sur le phénomène des MJF. Des rumeurs persistantes et savamment distillées depuis un certain temps tendent à faire croire que les actions pour l'élimination totale des MGF au Burkina Faso sont un projet privé de certaines personnalités. Ces informations erronées induisent en erreur nombre de citoyens et prépare les esprits à un renoncement à leur engagement de ne plus exciser les filles. Pour Sika Kaboré, la tolérance zéro ne doit pas être une volonté, mais une norme, une règle à établir, et tous devraient s'engager pour sa mise en œuvre. Car il s'agit là, selon elle, de la défense de la dignité, de la vie, de l'autre moitié du ciel. Pour la session 2016 des concours directs de la fonction publique, des changements ont été opérés dans l'élaboration des épreuves. Le test psychotechnique, généralement très redouté des candidats, occupe une place moins importante parmi les épreuves. C'est donc positivement que ce changement est apprécié par les candidats qui souhaitent d'ailleurs sa suppression pure et simple. On les entend dans ce reportage de Issa Kawidrago et Oumou Sissi. Le test psychotechnique, la bête noire de nombreux candidats au concours direct de la fonction publique, une matière redoutée. Pour cette session 2016, des changements ont été apportés dans l'élaboration des épreuves, une initiative qui n'est pas pour déplaire aux candidats. J'ai commencé à faire le concours depuis 2006. Cette année, on a remarqué ça. Il y a moins de tests psychotechniques. Ce qui est là, c'est le test de niveau. C'est là-bas qu'ils ont mis l'accent. Le genre dessin façon là, il n'y a pas ça cette année. Psychotechnique là, ça c'est compliqué. Tu sais pas, il faut caracoler. Alors que si c'est les tests de niveau là, voilà, c'est ce que tu connais, que tu écris. Là-bas, il n'y a pas à badiner quoi. C'est ça ou bien c'est pas ça. Pour ces candidats à l'emploi, le test psychotechnique ne reflète pas leur niveau réel. C'est ma 5e fois de faire le concours direct de la fonction publique. Il y a moins de psychotechniques et surtout les psychotechniques, les faire réellement au français. Car comme on a changé maintenant, on sait que bon, je dois passer tel concours, je sais que je dois bosser ce que j'ai commencé. D'habitude, quand on bosse, on vient, on prend des psychos. C'est bien, ça nous amène à réfléchir, mais surtout, bon, ça n'a rien à voir avec les concours. Si tous ont été surpris de la nouvelle formule, ces candidats espèrent que dans les années à venir, l'accent sera plus mis sur le test de niveau. Et en attendant les résultats, ils croisent les doigts et comptent sur la providence divine pour être parmi les admis de la session 2016.
Des enseignants du supérieur des pays membres de l'UEMOA suivent une formation didactique à Ouagadougou. Une formation qui devrait permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans l'espace UEMOA. Elle a été initiée par le cabinet africain d'études et de recherche pour le développement et l'UEMOA. Issaka Ouedraogo, Ismaël Ladiloma Sirima. Ces 192 enseignants et chercheurs venus de la sous-région sont désormais mieux outillés pour donner des cours dans les universités. Durant 12 jours, ils ont bénéficié d'une formation didactique portant sur les domaines tels les sciences de la santé, de l'économie et de l'agronomie. C'est très important parce qu'on aura un support pédagogique pour pouvoir enseigner d'une façon selon une harmonie sous-régionale. Ce séminaire de formation va aussi permettre de guider les étudiants vers des filières pourvoyeuses d'emploi. Vraiment, c'est travailler à l'amélioration du profil des produits de l'université en termes d'employabilité pour que ceux qui sont formés ne viennent pas grossir le rang des chômeurs parce qu'ils auront appris des choses qui ne correspondent pas à des besoins réels sur le marché de l'emploi. Donc la question de l'employabilité et le profil expert des formés est apparu comme un élément clé. Le but de cette formation est de permettre aux enseignants de mieux appliquer la réforme licence master doctorat dans les universités des pays membres de l'UEMOA. Et pour ce faire, des unités d'encadrement pédagogique pour l'enseignement supérieur vont être mises en place pour guider le corps professoral. Autre point de l'actualité, et nous mettons le cap sur la Boko du Mouhoun. La province de Banwa manque toujours d'énergie provenant de la Société nationale d'électricité du Burkina. En plus de cela, la population de cette province dit souffrir de l'état défectueux des routes. Elle a marché hier vendredi dans la ville de Solenzo pour dénoncer ces deux situations. Le reportage de Yves Rwamba et Nayalrado pour la Sawadougou. Muni de pancartes, la population de Solenzo a marché plus de 2 km au coup de sifflets et de slogans pour transmettre leurs doléances aux premiers responsables de la province. Des doléances axées sur l'énergie et le bitumage de routes. Le groupe de la COPELSO sera déployé ailleurs et ça serait la fin de la COPEL à Solenzo. Ça, c'est la première revendication que nous avons à cœur. Nous voulons l'interconnexion sans intermédiaire en gestion. Nous voulons aujourd'hui le problème de route qui, en réalité, est un cri de cœur qui n'a jamais eu d'issue. Rien que hier, nos ambulances, on a eu un cas d'évacuation et l'ambulance partait à Dédougou, l'ambulance est restée dans l'eau à Bagala. Vous imaginez quel sera le sort de ce malade? En recevant les doléances, le haut-commissaire des Banwa a salué le caractère pacifique de la marche et a annoncé séance tenante des solutions aux préoccupations de la population. Dès mercredi prochain, la Sonabel va commencer l'interconnexion. Vous savez que les porteurs sont arrivés tout juste à l'entrée de Solenzo. Il reste en tout cas la portion de 1,4 km qu'il faut raccorder et pour qu'on puisse avoir le courant continu 24 sur 24. Après l'interconnexion, le groupe ne reste plus. C'est-à-dire le groupe sera envoyé ailleurs. Certainement qu'il y a d'autres localités qui ont besoin de ça. C'est pourquoi nous, on tient à leur demander de protéger ces installations. En transmettant les doléances au haut-commissaire, le secrétaire exécutif des organisations de la société civile des Banwa espère être entendu par le gouvernement pour une satisfaction totale des différentes préoccupations. On reste dans la même région et précisément dans le village de Bagala pour faire ce constat. Dans ce village, le pont constitue aujourd'hui une source de frayeur et d'autres difficultés pour les usagers de l'axe Nouna-Sanamba. Avec les pluies de ce mois d'août, le niveau de l'eau est au maximum et cela aggrave le calvaire des usagers. Mais ces derniers peuvent compter sur l'aide des jeunes du village, même si cette assistance n'est pas gratuite. Yves Rwamba, Nayalrado pour la Sawadougou. Traverser le pont du village de Bagala, situé à 14 km de Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, pour allier la commune rurale de Sanaba dans la province des Banwa, relève d'un parcours de combattants. Les pluies de ce mois d'août ont fait monter le niveau d'eau et c'est tout un calvaire pour les usagers de la route Nouna-Solenzo.
Impossible de traverser le pont de Bagala en moto ou en véhicule. Il faut se faire pousser. C'est ma première fois quand même de tomber sur une telle situation. Voilà. Ce que je vois, c'est pas simple, hein. C'est vraiment un problème à prendre à bras le corps. Seuls les véhicules adaptés et quelques rares courageux osent traverser le pont sans se faire pousser. Oui, c'était pas facile, j'ai eu peur. Vous voyez que dans ma voix, il y a un peu de choses. Ça veut dire que j'ai eu peur parce que j'allais gâter la voiture des gens. Et vous imaginez ce que ça peut faire? C'est pas facile en tout cas, c'est difficile. Et que dire de cet arbre tombé ce vendredi juste à la sortie du pont côté Nouna? Il a fallu notre concours pour aider les riverains à dégager la route au plus tôt possible pour ne pas augmenter les calvaires des usagers. Les champs aux alentours du pont sont inondés. Les paysans, notamment les jeunes n'ayant pas autre activité, se retrouvent sur le pont pour porter secours aux usagers de la route, monnayant des sommes d'argent. Et c'est un business qui s'est vite développé autour du pont de Bagala. Si quelqu'un dit quelque chose, on prend, même s'il dit rien, on laisse partir aussi. Mais c'est pas forcé quoi. Voilà. Mais par jour, vous pouvez avoir combien? Par jour, tu peux avoir 1000 francs, 20 1500, 20 1300, comme on a beaucoup. Donc c'est ça, on se défend à ça. Un peu. La traversée du pont de Bagala pose avec acuité le problème d'aménagement des routes dans la province des Banwa. Et on est tenté de dire que c'est un problème actuel et commun à plusieurs localités du Burkina Faso. La ville de Bobo-Dioulasso souffre également du mauvais état de son réseau routier. Le calvaire des usagers est accentué en cette période de grande pluie. Les autorités municipales disent être conscientes de la situation et promettent des actions pour soulager la population de la ville de Sia. Des précisions avec Lamine Karantao et Moussa Sano. Des nids de poules et des flaques d'eau un peu partout sur les routes. C'est le triste visage que présente Bobo-Dioulasso en cette saison de pluie. Un petit tour sur cette voie qui mène au CMA de Dafra, au village de Léguima et au cimetière route du même nom permet de prendre la mesure de la situation. Vu de l'état de la voie, avec des malades, franchement dit, c'est pas facile. S'il faut transporter une femme enceinte sur cette voie, elle risque d'accoucher avant d'arriver à l'hôpital même. Surtout le pont là ici. Pont la veine, bon, ils se comptent quoi. On fait qu'on a qu'à guidonner ça. Bon, vous-même, vous savez qu'il y en a 5 mois devant nous là-bas. Du côté de la direction des services techniques municipaux, l'on est bien conscient de l'état de cette route du CMA de Dafra. Nous sommes effectivement au courant des difficultés qu'il y a sur ces voies. Et ce que nous proposons comme solution, parce qu'il y a eu en début d'année, après l'installation des maires, nous sommes allés vers l'autorité centrale, donc la mairie de Bobo, de concert avec le pouvoir central, est en train de réfléchir pour voir comment reprofiler cette voie-là et pour rendre confortable la mobilité urbaine. Je crois que d'ici la fin de l'année, quelque chose est prévu pour cette voie-là. Outre cette route du CMA de Dafra, la commune de Bobo-Dioulasso a un projet le bitumage ou le reprofilage de certaines routes dans les centres-villes et les quartiers périphériques. 91, c'est le kilométrage de ces voies prévues et dont les travaux devraient commencer d'ici là. Et en attendant les actions des autorités municipales, la fin du calvaire des Bobolais n'est pas pour demain, puisque la pluie, elle, continue de tomber à des quantités importantes sur la ville de Sia. C'était le cas hier encore avec plus de 80 ml d'eau enregistrée. La conséquence immédiate, ce sont les inondations et autres dégâts matériels. On fait le constat avec Hassan Gourabou et Moumouni Barou. Secteur 9 et 21 de Bobo-Dioulasso, encore sous les eaux. Ici, chaque grosse pluie a son lot de sinistrés. 89 mm de pluie tombée en espace de quelques heures. L'eau ne sachant plus où passer, elle s'est donc engouffrée dans les concessions. Et la famille Tendano a presque tout perdu. Là, il y a des sacs de riz, bon, ma télévision, bon, comme vous venez de constater, il y a mes papiers aussi, permis, bon, certificat de travail, tout est mouillé dedans. Voilà, des téléphones, tout est gâté, presque tout. La famille Tendano n'est pas la seule victime. Juste en face, une autre famille en détresse. Quand la pluie est venue là, tout est rempli d'eau seulement. Dans la cour,
Partout dans les trucs là, dans les chambres là, ou dans la cour, là, partout il y a l'eau. Une forte pluie, certes, mais le problème de caniveau est constamment mis en cause. Tout le temps, les maires viennent dire que non, qu'il faut nettoyer les caniveaux. Bon, et pourtant, on nettoie toujours les caniveaux. Jusqu'à présent, le problème s'empire de jour en jour. Chaque saison pluvieuse, le problème s'aggrave. Donc la vraie solution qui est là, ils n'ont qu'à venir dans la zone, nous rassembler, on va débattre. Parce que c'est nous qui vivons le problème ici. Une heure après, l'on constate une baisse de quantité d'eau dans certains quartiers, mais la population s'inquiète pour d'autres pluies à venir. Autre point de l'actualité, les associations et ONG intervenant au Burkina Faso pourront désormais se constituer légalement avec plus de facilité, et ce grâce à l'existence d'un guichet unique des associations, de même qu'un format sécurisé des récépissés d'associations. Ces outils permettent aussi de définir clairement le statut des associations et ONG. La Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques et l'Office national d'identification ont conjointement organisé une conférence de presse hier pour présenter ces outils. La Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques veut mieux organiser et dynamiser le milieu associatif. Elle a créé le guichet unique des associations qui aura entre autres objectifs de fédérer l'ensemble des structures intervenant dans le traitement des dossiers d'association, mais aussi réduire le délai de traitement des demandes des récépissés. Actuellement, il y a un service de conseil et d'assistance aux associations. Cela est très important parce que avant de déposer le dossier, vous êtes sûr, si vous arrivez à déposer, vous serez sûr que le dossier est bon. Parce qu'il ne servait à rien, de par le passé, on recevait les dossiers comme ça, un peu silencieusement, sans échange et sans dynamisme avec les structures associatives. Cette conférence a aussi permis à l'Office national d'identification de présenter le nouveau format sécurisé des récépissés d'associations qu'il a conçu à la demande de la DGLPAP. Je peux vous rassurer ici que nous avions pris les dispositions de routine pour que ce document ne soit pas falsifiable. La création de ce guichet fait suite à la loi 064/2015 CNT portant liberté d'association. Et les responsables de la DGLPAP se donnent jusqu'au 31 décembre 2017 pour le recensement et la régularisation des associations et ONG sur l'ensemble du territoire. Les premiers récépissés sont quant à eux attendus pour ce 22 août 2016. Un seul monde sans fin et les droits fonciers des femmes en Afrique de l'Ouest, c'est le nom d'un projet porté par la Fondation Konrad Adenauer et dont le lancement est intervenu le jeudi dernier à Ouagadougou. À l'occasion du lancement de ce projet, ses initiateurs ont animé une conférence publique. Thème abordé à cette conférence, l'accès des femmes à la terre au Burkina Faso. Plus de précisions avec Issaka Ouedraogo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Améliorer les conditions financières et sociales des femmes burkinabées, c'est la vision de ce projet dénommé « Un seul monde sans fin, les droits fonciers des femmes en Afrique de l'Ouest ». Initié par la Fondation Konrad Adenauer, ce projet est mis en œuvre dans 5 pays de la sous-région. L'autre but est d'abord donner assez de l'information aux femmes pour qu'elles sachent quels droits ils ont pour recevoir de la terre, pour la cultiver et pour y rester surtout. Deuxièmement, nous aimons bien aussi mêler les dames aux actions pour qu'elles se battent, pour qu'ils luttent aussi pour leurs droits. Pour le coordonnateur du projet, le Burkina Faso est en avance avec les textes, mais leur application pose problème. Nulle part il n'est écrit que la femme n'a pas accès à la terre. Mais lorsque vous allez dans la réalité, on se rend compte qu'il y a des couacs. Surtout en ce qui concerne les lieux aménagés, comme quand vous prenez DIN, ça au moins avec le MCA on a fait beaucoup d'efforts et c'est ça aujourd'hui qui peut être utilisé comme, si vous voulez, une base de référence pour nous permettre d'avancer. La durée du projet est prévue pour 3 ans. Également, le lait et ses dérivés sont des aliments très prisés des Burkinabés et la région du Sahel est celle qui est la plus connue pour les aliments à base de lait. Une de nos équipes sur place à Doris est intéressée au processus de fabrication de ces aliments. Le reportage est signé Yacouba Ouedraogo et Joseph Bambara.
Tout commence dans les villages environnants comme Koria, situé à 12 km de Dori. Ici, dès les premières lueurs du jour, ces bergers se rendent dans ces broussailles afin de paître et traire leurs vaches. Le lait ainsi recueilli est en partie consacré aux besoins domestiques et le reste, la grande partie, est transporté vers la métropole régionale. Chaque vache qu'on traite, le lait sert à l'alimentation et à la vente. Une fois qu'on enlève la quantité nécessaire pour la famille, les femmes transforment le reste en lait caillé et partent vendre à Dori. Une fois entre les mains de cette dame, le lait brut collecté dans les localités et villages adjacents est traité avec soin. Et ce, dès que le lait franchit la porte de ces laiteries. On fait le texte, regardez s'il y a de l'eau ou il n'y en a pas, ou bien si c'est bon, c'est pas bon, avant de mettre dans le feu. Passé cette étape qui permet de s'assurer de la qualité du lait, le liquide blanc est mis au feu. On bouillit ça maintenant, on met dans le frigo. Ceux qui veulent le frais, ils vont payer. Une fois ces différentes étapes franchies par le lait naturel, il sera transformé en différents produits dérivés, tels le yaourt et le gapal, qui font le bonheur des Doriens et de bien de Burkinabés. Et dans la région de l'Est, c'est la vie de l'espèce productrice de lait qui est sérieusement menacée. 140 têtes de bœufs ont été victimes d'intoxication dans le village de Tawalbougou. La localité est située à une cinquantaine de kilomètres de Fadangourma. Quelques animaux intoxiqués et déjà morts ont été incinérés par les services vétérinaires de la région en collaboration avec les forces de sécurité. Des précisions avec Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Voici ce qui reste des 8 bœufs incinérés samedi dernier sous l'œil vigilant des services vétérinaires et des forces de l'ordre de Tawalbougou. Précédemment gardés dans cet enclos de transhumance, les 140 têtes avaient pour destination le marché à bétail de Fadangourma. Les hypothèses des services vétérinaires laissent entendre que les bœufs sont morts suite à une intoxication. Nous sommes sur un couloir de transhumance que vous avez vu et à l'herbicide. Nous avons même les sachets que hier nous avons pris. Même si ce traitement n'est pas à l'origine, ce traitement n'est pas correct puisqu'il est d'abord situé sur le couloir. Le producteur de ce champ reconnaît avoir pulvérisé le site avec des pesticides non homologués avant le passage des animaux. J'ai pulvérisé ce site avec de l'herbicide pour repiquer du mil. J'ai payé le sachet à 600 francs au marché. Je ne savais pas que c'est dangereux pour les animaux. À l'heure actuelle, ce tronçon à bétail est fermé. Nous avons mené des concertations et ensemble nous avons défini une voie de contournement afin que les animaux ne passent plus sur la zone qui a fait l'objet donc du problème. Selon le directeur provincial des ressources animales du groupement, sur le restant des 140 têtes, des prélèvements sanguins ont été faits et transférés au laboratoire national d'élevage de Ouagadougou pour de plus amples analyses afin de déterminer les véritables raisons de la mort des animaux. Un mot de culture dans cette édition. Les journées culturelles burkinabées en Côte d'Ivoire se sont tenues en fin juillet à Abidjan. Pendant ces journées, des artistes burkinabés et ivoiriens ont tenu le public en haleine. Une exposition de produits made in Burkina Faso était également au menu de ces journées. Hier, le ministre de la Culture et du Tourisme a fait le bilan de cet événement au cours d'un point de presse. Roger Kam, Aruna Mari. Le potentiel culturel de Burkina était à l'honneur du 28 au 30 juillet dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est à la faveur des journées culturelles burkinabais, un rendez-vous qui se veut un trait d'union entre la mère patrie et la diaspora burkinabé résidant au pays de Fouette-Boigny. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dresse ici le bilan de ces journées. En termes de participation, nous avons quand même pu mobiliser une vingtaine d'artistes musiciens. Voilà, une dizaine venus du moins de Burkina, voilà, et une dizaine du côté de la Côte d'Ivoire, voilà, composé d'artistes de la diaspora burkinabé, tout comme d'artistes ivoiriens. Voilà, donc pour ce qui concerne les artistes plasticiens, effectivement, il y avait plus d'une quinzaine d'exposants, voilà, aussi bien en art plastique qu'en art culinaire. Une cinquantaine de personnes convoyées depuis Ouagadougou ont effectué le déplacement d'Abidjan.
Les journées culturelles burkinabées en Côte d'Ivoire se tiennent après celles tenues en 2014 à Ouagadougou par les Ivoiriens. Elles s'inscrivent dans la dynamique de la mise en œuvre du volet culturel du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, un traité signé en juillet 2008 à Ouagadougou. Actualité hors du Burkina Faso à présent, 4000 casques bleus seront bientôt déployés au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement de ces casques bleus hier vendredi. Et ce, après de lourds efforts consentis pour mettre fin à la guerre qui dévaste ce pays. Mais déjà, le gouvernement du Soudan du Sud a fait savoir qu'il ne va pas coopérer avec cette force d'interposition. On suit le récit de Frédéric Etienne Bassenga. 4000 casques bleus supplémentaires au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son quitus. Cet appui de soldats de la paix autorisé par l'ONU doit aider à assurer la sécurité à Djouba et à dissuader les attaques contre ses bases. The Regional Protection Force has been created in response. Les forces militaires chargées de protéger la région ont été créées en réponse à la chute de la sécurité à Djouba et elles resteront jusqu'à ce que les dirigeants du Soudan du Sud feront le nécessaire pour assurer la sécurité de leur peuple. 11 des 15 pays du Conseil de sécurité ont soutenu cette nouvelle force, mais le pays concerné la rejette. Je voudrais particulièrement exprimer le rejet de mon gouvernement de cette résolution nouvellement adoptée, car elle ne prend pas en compte ou même en considération le point de vue du Soudan du Sud. C'est regrettable que le Conseil de sécurité prenne cette voie. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda devraient être les principaux contributeurs à cette nouvelle force de maintien de la paix. Et puis à Cuba, le père de la révolution, Fidel Castro, fête ses 90 ans ce samedi. Durant les 50 dernières années, Fidel Castro a su transformer son pays en une puissance communiste dans les Caraïbes. Durant son passage à la tête de son pays, les relations ont été tendues entre Cuba et les États-Unis. Avec l'Union soviétique, par contre, les relations ont permis à Cuba de bâtir l'armée la plus puissante des Amériques. Fidel Castro fête ses 90 ans. Depuis son départ du pouvoir, ses apparitions se font rares, mais sa présence demeure constante. Le leader historique de la révolution cubana a marqué de son empreinte les 50 dernières années. Orateur de talent réputé pour ses discours fleuves, Fidel Castro est victime d'un malaise en public en 2001. Sa santé commence à faiblir et en 2006, il se voit contraint d'abandonner le pouvoir. Mais en coulisses, il continue de jouer un rôle de patriarche. Il reçoit des personnalités. Son âme reste celle d'un révolutionnaire. Voici ce qu'il disait en avril lors du congrès du Parti communiste de Cuba. Bientôt, je serai âgé de 90 ans. Je n'ai jamais imaginé une telle idée. Et cela n'a jamais été le résultat d'un effort. Ce fut un pur hasard. Bientôt, je serai comme tout le monde. Le tour de tout le monde vient. Mais les pensées des communistes cubains resteront. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de la RTB.